Les ovnis sont partout. 55% des Américains le pensent. Mais que font-ils ici? D'après les enquêteurs, les rencontres rapprochées du quatrième type, c'est-à-dire les enlèvements d'êtres humains par des extraterrestres, nous donnent un élément de réponse. Mais dans quel but des visiteurs d'autres planètes viendraient-ils s'emparer des terriens? Nous avons mené l'enquête sur ce terrible dossier. C'était le 3 novembre 1989. Il était 3 heures du matin. Mon mari dormait déjà. Alors je me suis mise au lit et en bonne chrétienne, j'ai dit une prière en pensée. C'est ce qui s'est passé. Comme d'habitude, pour me préparer à dormir, j'ai dit mes prières en pensée. Et j'ai senti une présence étrange dans la chambre. J'étais dehors à 3 heures du matin avec 2 copines dans la campagne. On espionnait un de nos amis. C'était en novembre 77. Je me rappelle, j'ai vu une lumière qui se promenait dans le ciel. Et j'ai dit à ma copine pour rigoler, « Tiens, un ovni ». La copine au volant, ça l'a fait rire. Mais l'autre derrière, elle paniquait. Alors ça aussi, ça nous a fait rigoler. Des ados en crise, quoi, 17 ans. Alors la lumière a commencé à se rapprocher et ça nous a angoissés. Ça devenait de plus en plus étrange. On se sentait toute drôle. Ma copine à l'arrière, ça l'a rendue complètement folle. Elle est tombée par terre et elle s'est mise à hurler. Et je me rappelle, la voiture qui ralentit. La copine qui conduisait a ralenti et on a baissé les vitres pour bien voir ce truc. Et puis ça s'est brouillé dans ma tête. Et je me rappelle seulement le moment où on s'est rendu compte qu'il était 4h, 4h30 du matin. La copine qui conduisait regarde sa montre et fait « Bon Dieu, 4h du matin, vous vous rendez compte? Comme le temps passe quand on s'amuse. » Une vraie dinde. Mais plus tard, je me suis mieux rappelé ce qui s'était passé cette nuit-là. On roulait avec cette lumière qu'on regardait. Et alors ce machin, ce gros engin tout noir se mit à descendre devant la voiture. Puis ce fut comme si la voiture rentrait dans le noir. Vous savez, je ne pouvais rien voir dehors. Je me suis sentie comme tirée de la voiture par les jambes. Et plus tard, j'ai fini par me rappeler. J'étais sur une table bizarre dont le plateau semblait tomber et dont les pieds semblaient se relever. Et j'ai senti un truc tout dur, froid qui me pénétrait. Je me réveille au milieu de la nuit, conscient tout d'un coup, parce que je sens quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ouvre les yeux et je suis dans une petite pièce ronde, avec tous ces êtres bizarres autour de moi. L'un avec une grosse tête et de grands yeux noirs, et d'autres petits, bleus très vifs. Et je n'arrête pas de vouloir me réveiller. Je ne peux pas croire qu'ils existent réellement. Et comment j'ai fait pour arriver là? Comme un cauchemar dont je ne pourrais me réveiller. J'ai lutté comme ça quelques instants, puis, comme je ne me réveillais toujours pas, j'ai fini par me sentir bien éveillé. Je me suis mis à hurler. Là, vraiment, j'ai eu peur. Alors, ils ont mis en marche un appareil avec une voix, très rassurante, mais très électronique, qui répétait sans arrêt « Que pouvons-nous faire pour vous aider à ne pas crier ?» Tout d'abord, un enlèvement peut concerner une personne, ou 2, ou 3. Je connais des cas concernant 7 personnes à la fois. Mais on peut dire primo que les visites nocturnes, c'est très caractéristique. Par exemple, un homme et une femme qui dorment, l'homme se réveille. Il ne sait pas pourquoi, et il se rend compte qu'il est paralysé. Pas moyen de bouger. Complètement terrifié, il ne sait pas ce qui se passe, impossible d'alerter sa femme. Elle a l'air de ne se rendre compte de rien, de dormir à point fermé. Elle est déconnectée, c'est le terme. À un certain moment, il se rend compte qu'un ou plusieurs êtres sont dans la chambre. Qu'ils s'approchent du lit ou se tiennent près de la fenêtre ou pas.
Alors ils se sont décollés du lit, planés ou lévités vers la fenêtre en général. Si la fenêtre est fermée, ils la traversent, escortés par ces petits êtres. Ce n'est pas un cas d'expérience de perception extratemporelle. S'il peut voir son lit, c'est qu'il n'y est plus, il a quitté son lit. Il sort par la fenêtre en planant, avec en général au dehors une sorte de lumière intense, agissant comme un genre de faisceau attracteur, ou ce que vous voudrez. Et la personne remonte en plané avec les êtres dans l'engin. Il y pénètre en planant, d'ordinaire par une ouverture au-dessous, et il va souvent se retrouver presque aussitôt sur une table entièrement déshabillé. Très peu gardent le souvenir de s'être déshabillé ou de l'avoir été. Il se retrouve sur une table, et on procède à une série d'actes médicaux ou paramédicaux visant souvent pour finir l'appareil génital. Si c'est un homme, on placera en général un instrument autour du pénis. Fort souvent, à ce moment, on procède au prélèvement d'un échantillon de sperme, soit de façon douloureuse, soit en induisant l'orgasme. Souvent, il y a insertion de sondes dans les narines ou les oreilles. Toute une série d'autres actes interviennent fréquemment. Parfois, on stimulera des centres nerveux avec activation de divers groupes de muscles. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Parfois, les aliens montrent quelque chose à leurs victimes. Il s'agit souvent d'un petit enfant ou d'un bébé. Mais alors il s'agira de curieux rejetons hybrides. Puis, en fin de compte, l'individu va réintégrer son lit de la même façon qu'il l'a quitté. Souvent, il va choir d'une certaine hauteur, toujours sans déranger sa femme. Et il s'endort aussitôt. Le matin au réveil, il ne sait pas ce qui s'est passé. Un rêve? Et il retrouve son pyjama par terre, au pied du lit, sans souvenir de l'avoir retiré. Très souvent, l'enlevé a une douleur ou une sensation dans une partie du corps, et il retrouve une petite marque. Voilà une visite nocturne typique. Nous connaissons des centaines de cas de ce genre. En 1991, Bud Hopkins et moi, nous avons voulu savoir combien de personnes ont eu des expériences d'enlèvement, aux États-Unis en tout cas. Dans ce but, nous avons contacté un institut de sondage d'envergure nationale, l'Institut Roper, pour demander à 6000 Américains s'ils avaient connu des expériences semblables à celles que les enlevés disent avoir eues, avant de se rendre compte d'un enlèvement, qu'il s'agisse de se mouvoir sur le plan astral ou la vision de lumières étranges dans une chambre, ou encore d'avoir perdu conscience, pendant un laps de temps, des choses de ce type. En définitive, nous avons posé 10 questions et nous avons trouvé que 2% des Américains, pour le moins, ont connu des expériences de ce genre. Bien évidemment, il a fallu examiner au cas par cas pour savoir s'ils avaient fait l'objet d'enlèvement ou non. Mais ça fait beaucoup de monde, ce qui donne à penser que le phénomène doit être fort répandu par ailleurs. Depuis des années, je m'occupe des frontières de la conscience humaine. Mais en entendant parler de ce phénomène par un de mes collègues qui me parlait des travaux de Bud Hopkins, j'ai cru que c'était les fariboles. Ça s'est donc fait peu à peu en discutant avec lui, en voyant ses recherches. J'ai découvert que, en tant que psychiatre, je n'avais aucune explication de ce qui, chez ceux qu'on qualifie de nos jours d'enlevés ou sujets d'expérience anormale, se présentait comme une expérience réelle. Et ma question est devenue, que se passe-t-il? Les expériences inconscientes, intérieures, qui déterminent la personnalité, sont très intimes. Ces expériences sont d'une nature très différente selon les personnes. Si vous avez une réaction symptomatique d'un traumatisme de la petite enfance, si vous avez été violé, si vous faites des cauchemars, tout cela sont des éléments intimes qui impliquent de nombreuses nuances entre les individus. Vous n'obtiendrez jamais une histoire consistante, une histoire complexe, qui soit similaire d'une personne à l'autre, du début à la fin. Toutes ces expériences sont du domaine de l'expérience réelle, à la différence de ce qui est construit, donc logique. Certaines constantes sont apparues.
Avant nos travaux, je crois bien qu'on n'avait pas trop fait attention à certains ensembles de caractéristiques qui apparaissent dans les investigations. Je me suis arrêté sur cette question des ressemblances entre une affaire et une autre, parce que cela permettait d'établir que l'on a bien affaire à un type précis, assez déterminé de phénomènes externes, plutôt qu'à toute la panoplie des fantasmes de l'humanité. Si l'on retrouve des domaines de ressemblance assez étroits, alors la notion de fantasme perdra beaucoup de force. Les enlevés décrivent, grosso modo, 4 types d'extraterrestres. Encore faut-il prendre garde au fait que bien souvent, on a beaucoup de descriptions différentes. Or, l'un des grands problèmes de l'hypnose est celui de l'identification et de la description des extraterrestres. En effet, surtout lors d'une séance initiale, les sujets ont tendance à fabuler, à dire des choses qui ne sont pas strictement vraies. Une fois mis en place les contrôles nécessaires, on se retrouve en gros avec 4 types distincts d'extraterrestres. L'un d'eux sera l'extraterrestre connu de tous. Petit, bras et jambes grêles, corps mince, grands yeux noirs, absence de cheveux, de nez, de bouche et d'oreilles. D'autres présentent plutôt des allures d'insectes, comme une menthe religieuse, disons. D'autres d'aspect plutôt reptilien, et d'autres d'apparence plus humaine. En définitive, qu'importe, ils apparaissent toujours ensemble avec un objectif commun et ils proviennent donc sans doute d'un seul et même lieu. C'est là un groupe unifié d'extraterrestres poursuivant une seule et même activité. Les années 80 furent celles où les enlèvements devinrent mondialement connus. 2 best-sellers, Intruders par Bud Hopkins et Communion par Whitley Strieber, présentaient des témoignages nouveaux et les aspects neufs de cette réalité menaçante. Deux ou 3 jours après la nuit du 30 juin 1983, une empreinte est apparue dans la cour. Quand ça m'est arrivé dans le garage, alors que je poursuivais ce que je croyais être un voleur sortant du garage. Tout à coup, j'eus l'impression de brûler, comme si j'avais reçu la foudre en pleine poitrine. J'ai reçu en pleine poitrine un coup d'éclair. Je ne vois rien de mieux pour exprimer cette sensation. Et j'ai vu des silhouettes de petites créatures, 1,20 m de haut à peu près, qui allaient dans la cour, 6 en tout, qui allaient vers un petit engin en forme d'œuf. Après tout ça, le lendemain matin, au réveil, j'avais les yeux gonflés comme collés. On m'a emmené aux urgences à l'hôpital. Ils m'ont envoyé directement chez l'ophtalmo, je crois, le spécialiste des yeux. Il m'a accusé en gros d'avoir regardé le soleil. Ça m'avait brûlé les yeux, d'une façon ou d'une autre. Il m'a ordonné plein de médicaments, des gouttes, des pommades, tout ça. Et ça a mis 15 jours pour guérir. Alors on a vu l'empreinte dans la cour. Et le premier truc que je me suis rappelé quand j'ai vu l'empreinte dans la cour, le premier souvenir furent ces 2 yeux noirs, comme superposés sur la marque dans la cour. Et ça m'a fait un choc. Ma mère disait, tiens, c'est là que notre ovni s'est posé. Ça la faisait rire. Et j'ai commencé à penser au livre de Bud Hopkins, Missing Time. Mais à l'intérieur de cette zone circulaire, toute l'herbe était morte et le sol était, vous savez, la terre avait fondu. Elle était devenue dure comme un roc. Et puis une bande rectiligne partant de là, de ce point d'atterrissage, sur 12 mètres environ. Là encore, le sol était cuit et l'herbe était morte. Et c'est vraiment tout à fait mystérieux vu que la terre était très humide, car on avait eu beaucoup de pluie. Mais là, la terre était desséchée, à en être craquelée, et je l'ai dit, dure comme du roc. On a essayé de reproduire cet effet en laboratoire, avec un échantillon de contrôle de terre, et on n'y arrivait pas. Nous ne savons pas quel type d'énergie a touché cette terre. Mais en tout cas, grâce à ces souvenirs, nous savons où l'OVNI s'était posé.
Et c'est précisément là que la Terre avait fondu, de sorte qu'on a un élément matériel très concluant à l'appui de son récit. En outre, l'OVNI au décollage a manifestement dégagé un éclair très puissant, qu'une voisine a vu, à l'endroit précis où elle se rappelle qu'il s'était posé. Et quand il a survolé la maison voisine, toutes les lumières se sont éteintes. La voisine, complètement paniquée, a entendu un son rugissant, les lumières sont revenues. Aucun disjoncteur n'avait été touché. L'empreinte dans la cour, elle, ça s'est juste rétabli depuis quelques années. Elle est restée 5 ans bien visible. La neige fondait dessus, l'eau ruisselait dessus. On la sent toujours, même si on ne voit plus où elle est. Quand on marche dans la cour, on peut encore sentir où elle est. La terre est toujours beaucoup plus dure à cet endroit. Après ce contact, j'ai eu des amis qui sont venus me rendre visite chez moi. Et il s'est passé une chose incroyable. Ils ont eux aussi été contactés. Même des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, qui ignoraient pratiquement tout des enlèvements. Ils ont expérimenté ces rencontres. Ça a bien duré 2 ou 3 ans. Eh bien, je passais la nuit chez les Stryber, dans leur villa de l'État de New York, et en me couchant, j'ai ressenti cette euphorie envahissante, comme si j'étais drogué. Je ne l'étais pas, que je sache. Une sensation délicieuse, à l'unisson avec l'univers. Puis je me suis endormi. Et la personne qui partageait ma chambre a eu la même sensation. La même vision de lumière apparaissant dans la pièce. Au départ, c'était parfaitement terrifiant. En février 1986, j'avais tout envisagé. Je me suis retrouvé sans explication possible. Ça m'angoissait, ça n'est pas imaginable. Un peu comme si on découvrait qu'on n'était pas celui qu'on croyait, vous savez. Une expérience épouvantable, affreuse. Et j'ai tenté d'agir sur cette angoisse qui m'affaiblissait, me terrassait, en me promenant la nuit dans les bois où ça s'était passé. C'est devenu une obsession. Je ne pouvais plus me préparer pour ma nuit sans avoir traversé ces bois. Et en même temps, c'était très dur, car c'était vraiment paniquant. Et là, les visiteurs se sont mis à réagir à ça, à mes efforts pour dominer mon angoisse. Ils se sont mis à revenir chez moi, à se manifester, à venir assez souvent. Je n'ai plus eu d'enlèvement, mais j'ai eu plusieurs contacts très brefs, des expériences à moitié faites, pour ainsi dire, qui ne marchaient pas vraiment, parce que j'avais trop peur pour aller plus loin. J'ai voulu réveiller mon mari. J'avais toujours les yeux fermés, pas de réaction de mon mari. Là, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé droit devant. Il y avait cette chose, cette créature au pied du lit. Et là, c'était la première fois que j'avais conscience de voir ça. J'étais réveillée, pas endormie, je disais mes prières. Je n'ai plus senti mes jambes, je me suis assise sur le lit, tirant sur mes jambes si lourdes, et je me suis retournée. J'ai envoyé un gros oreiller que j'avais fait. On aurait dit que j'avais mis des pierres tellement il était lourd. Et ça l'a touché, la créature. Le souvenir suivant que j'ai consciemment, un souvenir fragmentaire, c'est une étoffe blanche qui montait couvrir mes yeux et qui redescendait. Ensuite, j'ai senti quelque chose. Des petits coups de poing peut-être, ou un instrument qui tapait mon dos. C'est tout ce que je me rappelle. Et alors mon souvenir conscient après ça, c'est de tomber dans mon lit. J'aurais pu être tombée de je ne sais quelle hauteur, de 5 ou de 50 cm, ce qu'on voudra. Mais là, j'étais consciente. Je me suis sentie tomber dans le lit.
Eh bien, 2 témoins m'ont contacté par courrier. J'ai découvert le 3e témoin un peu plus tard. Et enfin, le 4e témoin. Elle m'a écrit, puis j'ai eu affaire directement avec elle. Puis un 5e témoin. Je m'étais occupé d'elle auparavant. Elle avait vu l'OVNI d'un autre endroit. Elle n'avait pas vu les êtres planer dans les airs, mais elle avait bien vu l'OVNI exactement à cette heure-là, cette nuit-là. Il doit donc y avoir beaucoup d'autres témoins. L'essentiel, c'est qu'à une distance de 400-500 mètres, elle a vu ce gros appareil qui stationnait au-dessus d'un immeuble. C'est arrivé après que son moteur ait calé, arrêtant la voiture, et que toutes les lumières se soient éteintes dans la voiture, sur le pont et sur la chaussée. Et plusieurs autres voitures se sont arrêtées elles aussi, lumières éteintes. Personne ne savait ce qui arrivait aux voitures, pourquoi elles s'arrêtaient toutes. Elle a regardé sur sa droite, elle a vu un objet énorme, très très brillamment éclairé au-dessus de l'immeuble. À ce moment-là, une petite lumière blanche est partie de la base de l'engin, et là elle a vu ces êtres jaillir de la fenêtre du 12e étage. Elle ne savait pas encore de quoi ils retournaient, en fait on aurait dit des boules. C'étaient des personnages en position fœtale, et ils se sont tous déployés tout d'un coup, vite aspirés dans l'engin, le tout en 12 secondes à peu près, puis l'engin s'est éloigné. J'ai entendu des descriptions qui concordaient exactement avec celles des 2 agents de la sécurité, dans la voiture située en bas, accompagnant une haute personnalité politique. Ils ont tous vu la même chose que ces femmes, sauf qu'ils étaient plus rapprochés. Je crois qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'un phénomène qui n'est pas simplement un racontard. Il y a un élément matériel très substantiel qui s'y rattache, qui s'attache à toutes ces personnes. Par exemple, lorsque des sujets affirment avoir été enlevés, ils sont matériellement absents de leur environnement. Ils ne sont pas là. Jamais on n'a mis la main sur quelqu'un pendant la durée de son enlèvement. Ces sujets reviennent, portant sur leur corps des marques et cicatrices inhabituelles, absents la veille et toutes liées à l'enlèvement. Et il faut insister sur le fait que certains sujets assistent à l'enlèvement d'autres personnes. Des 750 régressions d'enlèvement que j'ai menées, 20% concernent 2 personnes ou plus. De sorte que ces sujets peuvent mutuellement confirmer leur enlèvement. Ils se voient, l'un d'eux n'est pas enlevé alors que l'autre va l'être, et ils le voient toujours. En outre, les détails fournis par ces sujets sont d'une précision extraordinaire. Ils peuvent décrire certains des instruments qu'on leur a appliqués, et nous savons à quoi ils servent, même si ces sujets l'ignorent, n'en ont pas connaissance. Mais nous avons vu ces instruments apparaître en tant d'occasions que nous savons leur fonction. Lorsqu'ils décrivent les actes effectués, ils vont décrire l'acte A, l'acte B, l'acte C, et nous savons que l'acte D va suivre. Eux n'en savent rien et voilà qu'ils poursuivent en donnant la description de l'acte D, de même que tous les autres l'ont fait. Si bien que toute théorie rendant compte de ce phénomène doit prendre en compte cet élément matériel très important et s'y appliquer. Ça, oui, je suis sûre que ça se passe dans le monde réel, matériel. Parce que lorsque je me suis réveillée, j'avais des marques diverses sur le corps qu'on m'avait faites pendant la nuit. Des exemples. Un petit bout de peau prélevé sur le menton, ici. Et j'en avais d'autres que je portais depuis toute petite sans avoir jamais su comment ça m'était arrivé. Mais celle-ci, là, on me l'a faite l'année dernière, au mois de mars, je crois. Je me suis juste réveillée, un petit bout de peau me manquait sur la figure. Vous savez, quand on se fait une coupure, qu'on s'égratine, d'abord ça saigne. Ensuite, ça fait une croûte, puis ça se cicatrise et la croûte tombe. Et là, c'est ce qui se produit naturellement. C'est la cicatrisation naturelle. Mais là, il n'y avait ni sang ni croûte. La veille, ce n'était pas là. Le lendemain, j'ai la cicatrice d'une incision sur la figure. Et j'en ai une sur chaque jambe. Un jour, je me réveille, je découvre cette cicatrice toute petite à la racine des cheveux, qui n'était pas là avant. Je me suis réveillée avec d'autres types de marques différents sur le corps. Par exemple, en janvier, février, là, cette année, je me suis découvert 2 marques rondes sur le dos. On dirait des piqûres en cercle. 7 piqûres en cercle et une au milieu.
Autre indice de la réalité matérielle des enlèvements par extraterrestres, des implants bizarres dans le corps des témoins. La question des implants est extrêmement intéressante, du fait que nombre d'objets, que l'on pense être des implants, ont été recueillis, de formes et de dimensions variables, qui semblent avoir été logés à des emplacements bizarres. Ainsi, le dessous du pénis, ou dans un autre cas, la fosse nasale, et ainsi de suite. Ces objets ont en commun de ne pas être opaques aux rayons X, ce qui veut dire qu'ils n'apparaissent pas sur une radiographie. C'est très intéressant. Pour la plupart également, ils sont constitués de matériaux organiques, à base de silice, de carbone, d'oxygène, etc. Il ne s'agit pas... Ils n'ont pas l'aspect de pièces de mécanique. Nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. On peut difficilement demander aux scientifiques qui ont étudié ces objets de s'aventurer à dire que tel objet n'aurait pas pu être produit sur Terre d'aucune façon. On ne saurait demander à aucun scientifique de se lancer dans la preuve d'une négation. Pourtant, aucun de ces objets n'aurait dû se trouver aux emplacements du corps humain où on les a découverts. Nous n'avons pas plus idée de leur fonction. On peut spéculer, mais tout ce qu'on a, ce sont des clichés radio ou d'IRM montrant de mystérieux objets à des endroits bizarres. Quand on l'a trouvé, ça nous a vraiment passionnés. Quand cette dame nous l'a apporté, elle nous l'a apporté par un hasard tout à fait fortuit. Elle se frottait les yeux le lendemain matin, le matin après le 10 décembre. Quelque chose la gênait dans l'œil. Et c'est sorti, ça a atterri sur son bureau. Un objet minuscule mais si dur qu'elle l'a entendu tomber sur le bureau. Sa chef se trouvait là. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu « Je ne sais pas, un grain de sable ou je ne sais pas quoi. J'avais ça dans les yeux, ça m'a fait mal toute la nuit. » Et l'autre « Apportez ça à l'enquêteur, Monsieur Sims. » Et elle a répondu « Oh, sans doute, juste un grain de sable. » L'autre lui dit « Non, allez le lui montrer, s'il vous plaît. » Ce n'est que comme ça qu'on a eu cette pièce à conviction-là. Sous hypnose régressive, elle décrit l'objet, comment il a été inséré à l'aide d'instruments chirurgicaux et un autre instrument servant à l'extraire. Alors initialement, je l'ai montré aux zoologistes, aux biologistes. Ils l'ont examiné afin de savoir s'il s'agissait d'une sorte de graine, de matrice. Il avait effectivement l'air d'une graine, une petite graine. Je l'ai montré à un zoologiste afin qu'il vérifie s'il pouvait s'agir d'une sorte de petit œuf. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Je le savais depuis longtemps. Mais je voulais que cela me soit confirmé par des gens compétents en la matière. Le zoologiste l'a regardé, il a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ressemble à du plastique dur ou à une sorte d'œuf, comme si quelque chose était contenu là-dedans. D'où cela peut-il bien venir ?» La seule explication que j'ai pu lui donner fut de lui dire que cela venait de l'œil d'une femme. Il m'a répondu « C'est impossible. Comment cela pourrait-il sortir de l'œil d'un être humain ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Vous savez, je ne peux pas vous en dire plus au sujet de ce truc, lui ai-je répondu. Un peu plus tard, j'ai souhaité le faire examiner au microscope électronique. Nous avons trouvé des traces de matériaux rares, du titane et du beryllium, ce qui ressemble aux matériaux décrits dans les récits d'OVNI. Je m'y suis mis après avoir rencontré un enquêteur au Texas du nom de Darrell Sims, qui faisait des recherches sur le phénomène des enlèvements extraterrestres depuis environ 27 ans. Il m'a intrigué en me montrant une série de clichés radio d'un pied avec deux objets métalliques fichés à l'intérieur que j'ai proposé d'extraire. Le temps d'organiser l'extraction pour le patient, un autre cas s'était présenté, où l'objet métallique était logé dans le dos de la main. J'ai mis en place une équipe de chirurgiens, les deux cas furent opérés, et les résultats d'analyse biologique ont été fichés et archivés, ainsi que les résultats préliminaires d'une longue série d'analyses sur l'origine des métaux. À ce jour, nous avons procédé à 6 opérations, dont nous avons les résultats. 3 cas semblables pour ce qui est des objets et 3 autres cas semblables entre eux, à savoir pour ainsi dire les métalliques,
et les non métalliques. Les objets métalliques sont de forme variable et sont couverts d'une membrane dense, gris foncé, qui résiste au scalpel. Les trois autres présentaient de petites billes, d'une couleur blanc grisé. Il ne s'agissait pas de calcium. Nous en avons fait analyser une. On y trouve une foule d'éléments divers. Les résultats d'analyse biologique couvrent les tissus voisins qui ne présentent aucun signe de réaction inflammatoire, ce qui est virtuellement impossible chez l'humain. Et une présence importante de terminaisons nerveuses de propriocepteurs, toutes extraites de zones tissulaires auxquelles elles n'appartiennent pas. Alors une fois ces deux sujets rapatriés à Houston, j'ai collecté les implants. Le docteur Lyle s'est occupé des biopsies, si bien qu'on disposait d'une bonne chaîne d'indications pour ces objets. Il a soumis les biopsies à deux pathologistes différents qui lui ont livré les résultats suivants. Aucun signe de réaction inflammatoire, chronique ni aiguë, et présence de cellules nerveuses anormales, des récepteurs de propriocepteurs. Les propriocepteurs, ce sont simplement les neurones. Ce sont des cellules sensitives situées à fleur de peau, servant au toucher, au goût, pour les sensations de tact, de pression et autres. On les a retrouvés massivement présents autour des objets en cause, autour de ce que l'on croit être des implants, logés dans le pied de cette dame ainsi que dans la main de cet homme. Les deux membranes biologiques enveloppant ces objets métalliques paraissent avoir été constituées par la propre peau de l'enlevé. Je pense qu'il est possible que les marques de prélèvement indiquent la présence d'extraterrestres, qu'il est raisonnable à mon sens de penser qu'ils pourraient faire un tel prélèvement sur n'importe quel sujet et les mettre en culture, si bien qu'ils disposeraient littéralement de vos tissus, à chaque fois qu'ils en auraient besoin, comme enveloppe d'implant, pour l'insérer dans votre corps. Voilà qui rendrait compte de ce fait que des tissus nerveux tels que les neurones propriocepteurs de la surface cutanée environnent l'objet. Mais alors, comment ces neurones propriocepteurs pourraient se reconnecter aux autres nerfs du corps? Je ne vois pas. Il faut comprendre que cette dame est sous anesthésie hypnotique, avec 2 injections locales. On aurait pu l'amputer des jambes, elle n'aurait rien ressenti. Et pourtant, dès que l'on touchait à ces objets, même chose pour l'homme, je ne dis pas les extraire, mais les toucher, on avait une réaction instantanée, violente, suggérant que les objets étaient connectés à un nerf majeur. Quant aux analyses de ces objets, après des investigations coûtant près de 50 000 $ à ce jour, elles indiquent que les objets paraissent être d'origine météorique. Pourquoi paraissent? C'est que les métaux s'en approchant le plus qu'on ait pu découvrir sont la structure de 2 météorites. Ces météorites, d'un type rare, pourraient en rendre compte en partie. Mais le problème, c'est qu'elles présentent un alliage très particulier dans les proportions de nickel et de fer. Or, on n'a pas ça ici. Ce serait donc une sorte d'anomalie à cet égard. Les soi-disant enlèvements extraterrestres ou rencontres rapprochées du 4e type ont fait la une des journaux aux États-Unis. Mais il ne s'agit pas exclusivement d'un phénomène américain. Nous avons rencontré des cas similaires dans bien des endroits de la planète. En fait, je les ai invités en 1985 parce que j'avais rencontré un Américain en Tchécoslovaquie. Nous avions parlé et il m'avait raconté avoir voyagé dans les ovnis. Alors je lui ai répondu, un peu moqueuse, « Pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi ?» Et puis un jour, alors que j'étais en train de lire un livre, il s'agissait d'un livre de poèmes dont le titre était « Le premier contact », j'aperçus soudain par la fenêtre, à une 50aine de mètres de moi, un ovni. Je fus totalement paniquée, car soudain je réalisais que j'étais face à quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Plus tard, j'ai compris que j'avais été enlevée cette fameuse nuit, et ça a bouleversé ma vie. Je me suis retrouvée sur une table d'opération, et comme je suis médecin, vous savez, la technique opératoire m'intéressait particulièrement. Cette technique était très en avance sur nos propres méthodes. Il s'agissait de rayons laser de couleur. Je ne pouvais comprendre ce qui se passait, mais je réalisais qu'ils étaient en train d'implanter quelque chose dans mon corps. Je ne savais pourquoi. Maintenant que j'en sais davantage au sujet de tout cela, je comprends que ces implants étaient faits pour changer notre niveau de sensation et pour nous aider à stocker des informations. Et il s'agit d'une chose très importante que les gens doivent savoir. Nous sommes contrôlés
Nous sommes membres d'une société galactique. Nous faisons partie en quelque sorte des Nations Unies intergalactiques. Les gens qui ont été enlevés sont ceux qui ont connu le contact. Et cela en dépit des opérations médicales est très positif. J'ai effectué de nombreuses régressions hypnotiques avec des gens qui se sont alors souvenus de ce qui leur était arrivé sur une table d'opération, entourés de petits êtres, des gris, des extraterrestres humanoïdes. Dans d'autres cas, ils décrivaient la façon dont ils montaient à bord des vaisseaux, comment les extraterrestres leur faisaient visiter leurs engins, leur montraient leurs écrans et systèmes de propulsion. Chacun était un peu différent de l'autre, mais ils ressemblaient cependant à tous ceux qui ont été observés partout dans le monde. Il s'agissait de gris classiques, de ceux qui sont tant à la mode aux États-Unis. Nous connaissons ceci, mais parfois avec de légères variantes. Nous connaissons bien d'autres types d'extraterrestres dans une foule de cas. Mais certains ressemblent à des humains. D'autres sont beaucoup plus grands et beaux que des humains. D'autres sont semblables à des monstres, à des erreurs de la nature. Quelque chose de très différent de tout ce que nous connaissons et qui forme l'aspect le plus troublant du phénomène. Une petite route australienne fut le théâtre d'une scène d'enlèvement collectif unique en son genre, lors des toutes premières heures du jour, un dimanche matin. 3 groupes de personnes voyageant séparément ont été enlevés par un vaisseau extraterrestre. Ils se sont souvenus de l'événement plusieurs jours plus tard. Kelly Cahill fut parmi ces enlevés. Mon mari et moi, nous rentrions de chez des amis en voiture lorsque nous avons aperçu un gigantesque engin volant dans un champ sur le côté de la route. Nous nous sommes arrêtés, nous avons traversé la route. Tout ce dont je me rappelle est un vaisseau flottant dans les airs, celui que nous avions aperçu quelques instants auparavant en conduisant, et une lumière très aveuglante. J'ai tout oublié, sauf la certitude que quelque chose s'était passé. Car mon cœur battait à tout rompre et l'adrénaline ne cessait de me submerger. Puis soudain, je me trouvais totalement désorientée dans la voiture. Et j'étais incapable de dire ce qui avait pu se passer. Comme si j'avais vécu un blackout. Lorsque je repasse à cet endroit en voiture, j'ai un poids énorme sur l'estomac en repensant à ce qui s'est passé dans ce champ. Il a fallu 6 semaines pour que je recommence à me souvenir confusément de ce qui s'était passé. Et encore, il ne s'agit que des 10 premières minutes. Tout le reste de ce missing time ne peut me revenir en mémoire. Quand nous sommes sortis de la voiture, nous avons observé cet engin qui présentait une série de lumières oranges dans sa partie inférieure et qui projetait un rayon bleu de forme conique jusqu'au sol.
Nous étions là, quand un être tout noir apparut dans le vaisseau, puis bientôt 7 ou 8 autres. Je sentais une incroyable énergie dans mon corps. C'est la seule façon que j'ai d'exprimer cela. Les petits êtres n'arrêtaient pas d'arriver, et j'ai eu une sorte de crise d'hystérie. J'ai ressenti un grand choc dans l'estomac qui m'a plaqué à terre. J'ai alors entendu une sorte de conversation, une voix masculine, mais j'avais vraiment de la peine à rester consciente à ce moment-là. La seule chose dont je me rappelle ensuite, c'est d'avoir prié très fort pour obtenir de l'aide. Les occupants du vaisseau étaient grands, ils étaient noirs, leurs yeux étaient rouges, comme s'ils s'étaient mis à rougeoyer au moment où j'ai crié. Je n'ai rien vu d'autre que cet œil écarlate et ces figures noires. Si Kelly avait été seule, nous n'aurions qu'un cas normal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un autre couple a été impliqué dans cette rencontre du 4e type. Et ce sont ces 2 sources totalement indépendantes qui font tout le prix de l'affaire. Si vous faites des recherches, eh bien vous vous rendez compte que les 2 groupes d'observateurs sont en quelque sorte reliés entre eux. Pour dire mieux, la rencontre a eu lieu sur la route et tout le monde est sorti pour observer cet événement. Ainsi, dans cette affaire, les 2 voitures ne se trouvent pas au même endroit et les personnes à l'intérieur ne se connaissent pas. Chaque voiture disparaît et réapparaît à un endroit et à un moment différent. Eh bien, ce que nous avons fait d'abord, c'est localiser l'endroit où tout cela s'est déroulé. Nous l'avons trouvé assez facilement. Mais après un examen scientifique du sol, nous nous sommes rendus compte que le biotope avait subi des traumatismes. Il y avait 3 marques dans le sol, d'environ 75 cm de diamètre. Nous avons aussi remarqué d'autres anomalies dans le sol, comme une forme étrange, comme une demi-lune. En outre, chacune des 2 jeunes femmes, peut-être parce que les hommes se trouvaient assez loin de leur voiture, avait été touchée. L'une des 2 femmes, qui s'appelle Glenda, une infirmière confirmée, présentait des marques qui ont été d'ailleurs photographiées. Un triangle est apparu sous son nombril, de même qu'une marque à l'intérieur de la cuisse gauche, ainsi que sur le bas de sa cheville. Il y avait ainsi de nombreuses preuves physiques. Il n'y a aucune exception géographique dans le cas des enlèvements. Même Israël, cette terre sacrée, a connu des affaires d'enlevés. Plusieurs cas sont apparus depuis 1996. Le premier a eu lieu à Nazareth, la cité même où il y a 2000 ans, Jésus fut élevé. Le soir du 15 septembre 1996, je marchais aux environs de la poste, lorsque j'aperçus à environ 400 mètres de mon domicile un gigantesque vaisseau de forme circulaire à quelques mètres au-dessus de moi. L'engin avait 5 lumières triangulaires, contenant chacune une lumière plus petite, une rouge, une marron et la dernière au sommet du triangle, blanc très vif, fluorescent. Lorsque je regardais le vaisseau, je me sentis soudain happé à l'intérieur. Là, je me retrouvais entouré de petites créatures. Ils avaient 3 tentacules en guise de bras terminés par de longs ongles. Une des créatures était une femelle. Elle portait une sorte de combinaison verte. Leur peau était également verte. La pièce elle-même semblait faite de cristaux. Les humanoïdes me firent un signe à hauteur de hanche environ. Une autre créature femelle portait une sorte de casque ou de chapeau. Puis un être plus grand fit son apparition et les plus petits se sont mis à se rassembler autour de lui.
Il a lancé comme un ordre aux autres, et sa voix était un peu comme le bruit d'un disque qu'on raye. À ce moment, un des petits êtres se rapprocha de moi et me jeta une poudre jaune au visage. C'est tout ce dont je me rappelle. Puis je me suis retrouvé sur le terrain de sport d'une école, à quelques mètres de l'endroit d'où j'avais disparu. J'étais complètement désorienté, mais j'ai décidé de me rendre au commissariat le plus proche afin de leur raconter toute l'histoire. Je suis arrivé au commissariat aux environs de 11 heures. Quand je m'étais rendu à la poste, ils étaient sur le point de fermer. Il était 8 heures. Ce qui a rendu cet incident particulièrement intéressant, c'est qu'il s'est rendu immédiatement à la police. La police a ôté de la poudre jaune qui se trouvait sur son bras, jusqu'à son poignet. Cette poudre a été analysée à l'hôpital à Foula. On a trouvé que cette poudre était composée d'aluminium à 55%, mais on n'a jamais eu les résultats pour les 45% restants. Les journaux disaient qu'il ne s'agissait pas de poussière du sol d'Israël, qu'il s'agissait d'une mystérieuse matière. La composition des 45% était inconnue. On a fait des analyses sans résultat. Mais nous avons encore une fois des preuves concrètes. Je ne vois pas comment Yuri Isakov, un marin à la retraite, aurait créé cette poudre chez lui ou ailleurs et l'aurait ramenée au commissariat afin de raconter toute cette histoire. Le lendemain, je me suis senti vraiment mal. J'avais des traces de brûlures sur les bras et sur le visage. Cela me brûlait tellement que je n'ai pas pu prendre le moindre bain ou me laver pendant des jours, car je ne supportais pas le contact de l'eau sur mon épiderme. En décembre, j'ai même eu un testicule qui s'est gravement inflammé. La plupart du temps, je me sens mal, tellement mal que je n'arrive plus à trouver le sommeil. Le cas de Yuri Isakov est vraiment incroyable. Parce que depuis qu'il a été enlevé, et jusqu'à maintenant, comme il nous l'a raconté, il souffre toujours. Ses blessures ne guérissent pas. Et personne ne s'occupe de lui. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « Peut-être que le gouvernement attend tout simplement que je meure afin d'examiner mon cadavre. » C'était très triste de l'entendre s'exprimer ainsi. Les chercheurs s'accordent aujourd'hui sur le fait que le phénomène des enlèvements est global par essence. Il ne concerne pas seulement l'Europe, les États-Unis, l'Australie, mais aussi l'Afrique et l'Orient. Seule la réaction des sujets est différente, de la panique à l'hystérie ou de la curiosité à une profonde transformation intérieure. Mais la question principale demeure posée. D'où vient ce phénomène et comment peut-on l'expliquer ? Il est très difficile d'arriver à des conclusions personnelles et définitives au sujet des enlèvements. Mais un aspect du phénomène me retient tout particulièrement. Je pensais que la plupart des enlevés réagiraient avec peur et colère à ce qui leur était arrivé. Mais aucun ne réagit comme ça. Ils réagissent d'une façon beaucoup plus positive. Ils développent une philosophie personnelle proche du New Age. Ils se mettent à peindre, à dessiner ou à écrire des poèmes. Cela me frappe comme s'il s'agissait de quelque chose d'artificiel, d'extérieur à eux, comme s'ils avaient été induits. Alors je ne peux m'empêcher de me demander si les transformations dues à ces expériences prouvent que quelque chose nous a été fait par des êtres venus d'ailleurs. Peut-être afin d'affaiblir la menace que nous constituons désormais depuis que nous voyageons dans l'espace. Il pourrait y avoir pas mal de raisons pour ça. Par exemple, il y a un contenu sexuel évident dans les enlèvements. Si les extraterrestres devaient nous examiner et tenter de comprendre qui nous sommes, l'une des premières choses qu'ils feraient serait d'examiner notre sexualité et notre patrimoine génétique.
si nous pouvions aller sur une autre planète, nous ferions exactement la même chose. Et si ces autres mondes étaient habités de peuples plus primitifs que les nôtres, si nous avions une véritable éthique, nous ferions tout pour les protéger afin que leur culture et leur civilisation ne soient pas détruites, à l'inverse de ce qui se passe sur Terre, où les peuples primitifs sont absorbés par la technologie et les modèles standardisés. Quelles que soient les formes vivantes en dehors de notre planète, elles essaient de rentrer en contact avec nous sans détruire ce que nous sommes. La plupart des enlevés racontent que les aliens veulent sauver la planète et l'environnement, et nous avertir de ne pas poursuivre dans cette voie. De plus, ils souhaiteraient mieux connaître l'homme et son anatomie. Enfin, ils aimeraient nous transmettre tout un savoir qu'ils ont acquis et qui permettrait notamment de nous guérir. Et ils font ça pour notre bien, car nous détruisons cette planète. Je veux dire qu'il est évident que si nous ne changeons pas notre façon de nous comporter les uns vis-à-vis des autres, nous disparaîtrons. Nous méprisons tous ceux qui sont différents, tous ceux qui ont une autre religion, une autre couleur, une autre façon de voir le monde. Nous détruirons la Terre par la pollution, par la radioactivité, par les installations nucléaires. Aussi, ils essayent de prendre notre sperme, nos ovules, afin de pouvoir créer une nouvelle race, car ils se rendent compte que nous nous détruisons nous-mêmes. L'humanité est si primitive, si grossière qu'elle doit être changée. Et ce n'est pas la première fois que ce constat s'impose, car nous avons déjà fait l'objet de manipulations génétiques depuis des milliers d'années. Parfois, je dis que cela ressemble à un grand programme de recherche spirituelle provenant du cosmos à destination des plus faibles, mais qui resterait sans cesse hors de portée. En d'autres termes, je considère qu'il s'agit là d'une chance extraordinaire. Le fait qu'un phénomène aussi difficile à saisir permette à des centaines, à des milliers de gens d'ouvrir à nouveau leur esprit à l'univers. Un univers qui vit, où la vie et l'intelligence triomphent, et qui n'est plus seulement considéré comme une étendue infinie, mais comme un domaine sacré, divin, offrant toutes sortes de possibilités. Tout cela nous ouvre de nouveau à l'inconnu. Je pense que nous avons toujours vécu dans l'inconnu. Mais ce phénomène nous y confronte encore plus fortement. Et j'estime qu'à l'avenir, nous devrons affronter les peurs qui accompagnent la pensée de l'inconnu, affronter la peur de l'inconnu.